par rapport au secteur public. Quels sont les avantages de la digitalisation? C'est d'abord la transparence, la traçabilité. Au moins, on peut avoir, avec le système qui est mis en place, la possibilité de retracer un certain nombre de choses. Par exemple, au niveau de la chaîne des dépenses, on peut avoir la traçabilité sur ce qui sort, ce qui est dépensé, ce qu'il en reste. Et avec la digitalisation des données, on dispose d'une base d'éléments qui puissent servir, n'est-ce pas, au pays. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes arrivés à l'ère de la marchandisation de la data, des données. Donc ces données peuvent également constituer une matière première qui est susceptible d'être vendue, d'être commercialisée et donc de gagner de l'argent. Et c'est en considérant tout cela que le président de la République a eu à mettre ses idées dans le cadre d'un document, aujourd'hui qui est connu de tous, c'est le plan national du numérique. Eh bien, ce plan national du numérique qui a ces 4 piliers, les infrastructures, les usages applicatifs, le contenu, ainsi que la sécurité, la cybersécurité en tant qu'élément pour protéger les systèmes. Eh bien, sur cette base-là, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a voulu que cette vision-là, consignée dans les PNN, puisse trouver un cadre d'exécution. Et pour cela, il fallait qu'au niveau du gouvernement, qu'il y ait un ministère qui puisse porter, n'est-ce pas, cette vision et qui la matérialise. Et c'est ainsi que, pour la première fois, vous le savez, dans l'histoire de notre pays, le président de la République, en 2001, a eu à créer ce ministère du numérique, qu'ailleurs on appelle de l'économie numérique ou du digital, peu importe, mais qui avait justement pour objectif de pouvoir aider le pays à la transformation numérique, c'est-à-dire amener nos administrations, nos services publics à, de temps en temps, passer de supports papier à des supports de données et arriver à avoir ainsi un outil de traçabilité. Mais tout cela ne pouvait fonctionner correctement que sur la base d'un certain nombre de préalables. Et parmi ces préalables, il y avait d'abord la question liée à la régulation du secteur, parce qu'il y a plusieurs activités qui tombent, n'est-ce pas, dans les champs du numérique. Et donc la question était de savoir quel est le champ d'application de cette nouvelle activité ou de ces secteurs. Et donc il fallait avoir un cadre juridique approprié. C'est pourquoi le cadre juridique s'est imposé comme non seulement un élément de sécurité, mais également un élément d'attrait vis-à-vis des investisseurs étrangers. Parce que ceux qui ont des moyens, ceux qui disposent des capitaux pour venir investir dans ces secteurs avaient besoin d'être rassurés, d'être assurés qu'il y avait un cadre protecteur. Et c'est comme ça que vous avez pu voir que l'un des travaux que nous, en tant que ministres, avons eu à prioriser lors de notre passage à ces ministères, c'était d'abord de pouvoir créer ces cadres juridiques. Aujourd'hui, ces cadres juridiques existent. Il a eu un passé quand même assez tumultueux, il faut le dire, mais la réalité est que le gouvernement, après l'avoir adopté, avait envoyé les textes au niveau du Parlement et l'Assemblée qui avait commencé l'examen du texte s'est retrouvée dans la position d'aller en vacances et ayant jugé lui-même, parce que le Parlement avait déjà fait le vote d'opportunité de ces textes, ayant jugé les textes opportuns, il a estimé qu'il était très important, et notamment pour un pays qui est dans un processus électoral et qui va utiliser, n'est-ce pas, le numérique pendant les processus électoraux, il était donc important que le gouvernement retourne ces textes-là au niveau du gouvernement, grâce ou à la faveur de la loi d'habilitation, ce qui a été fait, pour que le président de la République puisse maintenant le prendre dans la forme d'ordonnance-loi. C'est ce qui a été fait et le président de la République a aujourd'hui, n'est-ce pas, signé ce texte. Et après le retour du Parlement des vacances, nous sommes passés à l'Assemblée, vous avez suivi certainement. L'Assemblée a également adopté la loi de ratification de ce qui avait été fait par le président de la République. Donc aujourd'hui, ce texte a épuisé son passage, n'est-ce pas, dans le
circuit législatif, à telle enseigne que nous pouvons le considérer comme étant un texte qui est prêt et qui est déjà en vigueur, n'est-ce pas, et qui régule les secteurs du numérique. Alors, son contenu, parce que c'est à ce niveau-là que vous nous attendez que nous vous donnions quelques éléments ou quelques explications. Donc, dans l'ensemble, ce texte est un texte que je peux, moi, appeler révolutionnaire, parce que sur certains points, excusez-moi, je vais déverrouiller ma tablette. Du numérique. Merci beaucoup. De temps en temps, il faut aussi prêcher par l'exemple. Donc, je disais que ce texte, aujourd'hui, est assis sur l'ordonnance loi numéro 23/010 du 13 mars 2023 portant Code du numérique. Ce texte comprend 5 livres, en plus d'un livre préliminaire. Le premier livre pose des règles sur des activités et services numériques, parce qu'il est important que nous sachions qu'est-ce qui peut être considéré comme service ou activité numérique dans notre pays. Le deuxième livre porte sur les écrits, outils électroniques et prestataires des services de confiance. Le troisième, c'est sur le contenu numérique. Le quatrième livre, c'est sur la sécurité et la protection pénale des systèmes informatiques. Et le cinquième livre, c'est sur des dispositions diverses, transitoires et finales. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire dans les préliminaires? À titre préliminaire, il était important que les textes déterminent d'abord l'objet de cette loi et fixent le champ d'application, excusez-moi, des activités qui sont concernées. Par rapport à cela, le texte précise très bien qu'il régule les matières qui sont les activités et services numériques, les écrits et les outils électroniques et prestataires des services de confiance, les contenus numériques ainsi que la sécurité et la protection pénale des données. Voilà l'objet de cette loi. Et lorsqu'il définit ainsi l'objet de la loi, cela voudrait dire qu'il y a des activités qui sont écartées du champ d'application de cette nouvelle loi. Quelles sont ces activités qui sont écartées du champ de la loi ici? Eh bien, nous avons d'abord les activités qui relèvent de services de télécommunication. Ça, c'est très clair. Dans le cadre de cette loi, tout ce qui est activité relevant des télécoms ne font pas partie de cette nouvelle réglementation. De même, les activités qui sont exercées pour le besoin de la sécurité publique et de la défense nationale. Donc, même s'il y a des activités numériques, mais qui sont appliquées à la sécurité et à la défense de l'État, vous comprenez très bien l'intérêt de pouvoir exclure ces genres d'activités. Il y a également des activités qui relèvent du secteur de l'audiovisuel. Nous savons tous que l'activité de l'audiovisuel est aujourd'hui réglementée par un texte, même si cette activité utilise, comme beaucoup, la donnée, la data, eh bien, sur les conditions d'exercice de cette activité, vous n'allez pas chercher dans les codes du numérique, mais plutôt dans la loi, n'est-ce pas, qui régit les secteurs de l'audiovisuel. C'est là que vous allez trouver toutes les règles en rapport avec cette question-là. Donc, voilà un peu, en ce qui concerne les préliminaires, ce qu'il fallait préciser, l'objet de cette loi, le champ d'application de matières concernées et ce qui est exclu. Et toujours dans les préliminaires, il y a un élément important, c'est que le texte a pris soin de définir des concepts des bases, les concepts fondamentaux. Parce que, vous savez, notamment pour les juristes, ils savent qu'on peut épiloguer pour une simple définition, pour trouver le contenu ou le sens réel, n'est-ce pas, d'un concept. Et ici, on savait qu'on était attendu, donc il était important que les concepts des bases soient définis par les législateurs pour éviter des interprétations assez alambiquées. Voilà, c'est ça qui a été fait. Le deuxième point important,
à part la partie préliminaire, dont je disais que c'était le chapitre ou le livre qui concerne les activités et services numériques. Et ici, c'est très clair que la loi s'applique uniquement aux activités et services numériques qui sont ici définis par la loi comme étant les activités qui permettent, n'est-ce pas, à l'utilisateur ou au consommateur de créer, de traiter, de stocker, de diffuser la data au moyen d'un système informatique ou d'un réseau de communication électronique. Et donc, il y a plusieurs activités qui peuvent tomber sur le champ de cette matière-là. Le deuxième livre, lui, il fixe le cadre institutionnel. Le cadre institutionnel, ici, il s'agit des différentes autorités qui interviennent dans la régulation du secteur. Et bien entendu, il y a le ministre du numérique, l'autorité de régulation du numérique, l'autorité nationale des certifications électroniques, l'Agence nationale de cybersécurité, ainsi que le Conseil national du numérique. Ce sont les différents organes qui interviennent, n'est-ce pas, dans la régulation du secteur. Troisième livre, c'est le livre qui détermine les régimes applicables aux activités et services numériques. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un développe ou entend développer dans notre pays des activités ou services numériques, quel est le régime auquel il soutient ou il soumet cette action. Il doit absolument suivre ces régimes-là, autrement c'est des désordres. Et voilà pourquoi le texte ici a prévu 3 régimes. Le régime de l'autorisation, il y a des activités numériques pour les exercer dans notre pays, il faut que vous puissiez obtenir au préalable l'autorisation. Et c'est l'article 15 qui définit, n'est-ce pas, tous ces différents services concernés. Nous avons le régime de la déclaration. Ici, vous n'avez pas à être autorisé. Vous commencez votre activité et vous allez faire la déclaration dans les délais légaux et suivant la procédure prévue à cet effet. Et puis, il y a le troisième régime, c'est l'homologation. Vous avez déjà, n'est-ce pas, commencé une activité, mais cette activité, pour qu'elle puisse être continuée en toute légalité, il faut qu'elle soit homologuée. Et à chacune des étapes, selon le régime, le législateur a prévu l'autorité qui autorise, qui prend acte de la déclaration ou qui homologue. Le 4e livre, c'est celui qui fixe les droits et les obligations des fournisseurs des activités et services numériques. Et donc ici, nous avons les articles 21 jusqu'à l'article 37 qui définissent l'ensemble des droits et obligations des acteurs, n'est-ce pas, du numérique. Le 4e livre, lui, c'est un livre qui porte sur un certain nombre d'activités concernant le numérique, notamment dans le souci de pouvoir assurer, si vous voulez, la dématérialisation de plusieurs structures, l'administration publique ou autres. Et c'est parmi ces différents services concernés par la dématérialisation, nous avons d'abord l'administration publique elle-même. Eh bien, par rapport à ça, le Code a prévu les règles qui régissent les échanges d'informations par voie électronique au sein de nos administrations. Je pense qu'il est important aujourd'hui que nos administrations atteignent un niveau où on ne fait plus des échanges de papier. Vous sortez ici, il y a la pluie qui tombe. Si vous avez une lettre du ministre qui est adressée à tel autre, vous pouvez attraper la pluie et cette lettre est abîmée. Et vous voyez que le temps que vous expliquez au ministre, le mal est fait. Et donc, le souci est d'aller du côté de la dématérialisation. Et donc, par rapport à ça, il fallait définir les règles qui président aux échanges de données entre administrations. Eh bien, par rapport à cela, le Code prévoit également ces règles-là. Et pour faciliter les échanges inter-administrations et le gouvernement, eh bien, le Code a prévu la mise en place d'un intranet gouvernemental et d'un guichet numérique. L'intranet, c'est l'ensemble de cette structure qui est composée du software et du hardware qui permettent que dans un réseau fermé, n'est-ce pas, l'État puisse fonctionner à travers ses services de telle sorte qu'on vit un peu, si je peux dire, dans un système clos. Il n'est pas ouvert aux autres. Et au niveau du guichet numérique, l'on a pensé que l'État a plusieurs solutions digitales dans les différentes administrations.
il n'est pas bon que chaque système fonctionne en silo d'une manière vraiment, j'allais dire, isolée. Et donc, voilà pourquoi on a prévu que l'on puisse avoir un guichet numérique qui va être comme un agrégateur des différentes solutions numériques qui sont développées par-ci, par-là. Les autorités qui décident peuvent être en mesure de regarder pour dire, voilà, nous avons par exemple en matière de recettes, par jour, les 4 régies ou les 3 régies financières qui ont fait des recettes, on peut, à travers ces guichets numériques, savoir exactement à la fin de la journée qu'est-ce qui est entré dans la caisse de l'État et venant des différents services. Eh bien, cette infrastructure qui est les guichets numériques de la RDC est également prévue dans les codes à l'article 41 comme étant l'une des solutions pour la dématérialisation de notre administration en plus de l'intranet gouvernemental. L'autre structure qui était important de pouvoir réglementer, c'était l'archivage électronique. Je pense que nous tous, nous sommes témoins du fait que de plus en plus notre pays manque de la mémoire du côté des documents. Pourquoi? Parce qu'il suffit qu'une administration change. Celui-là, il part avec tout ce qu'il a eu comme document à traiter et il suffit qu'il y ait une petite pluie, eh bien, ça tombe toute part, n'est-ce pas, parce que c'est mouillé, ou bien un incendie se déclare quelque part, tout est parti. Alors on s'est dit, comme sous d'autres cieux, il est important que l'on puisse avoir la mémoire de nos administrations à travers un principe qui est codifié, l'archivage électronique. Alors là, nous avons les règles sur la manière de conserver des documents de manière électronique, sur les exigences spécifiques qui doivent suivre de telle sorte que nous puissions assurer plus tard l'interopérabilité, n'est-ce pas, entre les différentes administrations avec les bases de données qui sont archivées. Et enfin, dans la même veine, nous avons considéré qu'il était important pour encourager ceux qui doivent amener des solutions de consacrer les droits de la propriété intellectuelle et industrielle, notamment pour tous ceux qui amènent des solutions technologiques en reconnaissant très clairement dans la loi le statut d'œuvre d'esprit à ce que nous pouvons considérer comme logiciel, application, plateforme numérique, matériel de conception, préparatoire, ainsi de suite. Donc, ces choses-là doivent avoir un statut légal protégé, n'est-ce pas, d'œuvre d'esprit et protégé par la loi. Et c'est comme ça que l'article 47 et suivant donne des règles par rapport à ça. Nous avons également une autre activité numérique qui est très importante, mais qui était très peu développée dans notre pays. Je n'ai pas dit que ça n'existait pas, mais très peu développée parce que les règles n'étaient pas très claires et des gens avaient beaucoup de méfiance. C'était le commerce électronique. Je signale qu'en lui-même, le commerce électronique faisait déjà l'objet d'un projet, n'est-ce pas, de loi, de la part d'un collègue, c'est lui qui est en charge du commerce extérieur, donc mon collègue Jean-Lucien, qui avait très bien avancé avec ces projets, mais qui avait considéré à la fin que pour de besoins de cohérence, il était important qu'un tel commerce électronique ne figure pas en dehors du cadre global, n'est-ce pas, du numérique, parce qu'à la base, d'abord, c'est quelque chose qui est fondé sur l'outil digital. Voilà pourquoi le Code du numérique a aujourd'hui un livre qui est consacré au commerce électronique. Ce livre fixe les règles générales qui régissent le commerce électronique, dont le champ des échanges qui sont concernés. Et également, il prévoit les mécanismes des paiements par voie électronique. Lorsque vous faites des achats en ligne, vous devez avoir la possibilité d'être rassuré que les paiements que vous effectuez sont des paiements qui sont pris en compte et que cela fonctionne normalement. Et nous avons également, toujours dans le cas du commerce électronique, la question des intermédiaires commerciaux, mais aussi et surtout la question du contrat électronique lui-même. À partir de quand, et les juristes savent très bien que pour des contrats, nous avons toujours à cœur de savoir à partir de quand le contrat est formé, à partir de quand il y a concordance des volontés, quels sont les effets de ces contrats, quels sont les mécanismes d'extinction. Eh bien, dans le cadre, n'est-ce pas, du commerce électronique, nous avons enfin un cadre juridique qui définit très clairement
les conditionnalités du contrat électronique, les conditions de naissance, ses effets, les obligations et les droits entre les parties et les mécanismes d'extinction. Et ça, c'est une nouveauté parce que nous n'avions pas encore dans notre pays ces cadres-là. Donc, pour les gens qui sont friands de ces questions, maintenant nous avons un cadre parce qu'il peut se faire, et vous aurez des contentieux dans la pratique, que quelqu'un qui achète par exemple telle chose à Dubaï ou je ne sais pas moi, à telle autre partie du monde, mais il le fait sur la base, n'est-ce pas, dans une plateforme en utilisant sa carte. Il a payé, il a choisi, il a sélectionné ses articles, il paye, son compte est débité, mais la transaction ne passe pas chez les vendeurs. Donc du coup, il n'a pas obtenu, n'est-ce pas, l'article qu'il a voulu acheter en ligne. Alors la question va être à partir de quand on peut considérer que le contrat était déjà formé. Donc toutes ces questions, vous aurez, n'est-ce pas, des éléments à travers le code qui vous renvoient à des règles très précises sur ces questions-là. Il y avait également d'autres questions qui étaient importantes par rapport à ces codes. Donc, hormis ces activités dont je venais de parler ici, il était très important que nous puissions également déterminer la question de plateforme. Et par rapport à ça, nous savons que plusieurs plateformes dans notre pays et plusieurs fournisseurs en position dominante exercent des activités, n'est-ce pas, sur l'espace, les cyberespaces congolais. Mais nous ne savions pas jusque-là avoir... Merci. Nous ne savions pas jusque-là comment nous pouvions avancer avec cette situation. Au jour d'aujourd'hui, la question surtout était de savoir comment tous ceux qui viennent se greffer sur les services d'opérateurs en position dominante pouvaient également créer de la richesse par rapport à ceux de nos internautes qui se connectent sur leur plateforme. Eh bien, la question a été renvoyée ici à une mesure, n'est-ce pas, administrative par arrêté. Nous allons réglementer cette question-là, les détails sur la question des plateformes. Sur la question des outils et écrits électroniques et prestataires de services de confiance, je pense que c'est l'une des grandes réformes aussi que le Code amène. Parce que jusque-là, nous étions habitués à la hiérarchisation des preuves dans notre pays, telle que consacrée par le Code civil et à la liberté des preuves en matière commerciale. Mais là, nous avions la dématérialisation des éléments de preuve. Et donc, le Code est venu admettre le principe de la validité juridique de l'écrit électronique et de la preuve électronique qui vont avec. Donc, ce qui fait que nous avons aujourd'hui des outils qui appuient cette preuve électronique. Notamment, nous avons des cachets électroniques, la signature électronique. Toutes ces questions-là ont dorénavant un cadre juridique, n'est-ce pas, assez clair. Nous avons un autre livre qui est sur le contenu numérique. Eh bien, ici, il s'agit des données publiques et des données privées. Et vous savez très bien que nous avons toute une panoplie de données publiques qui, jusque-là, n'étaient pas, si vous voulez, stockées, échangées entre administrations d'une manière ordonnée. Eh bien, le Code vient fixer les règles sur les statuts des données publiques et sur les statuts des données privées. Quand vous lirez les articles 168 et suivants, vous verrez quels sont les registres qui sont catégorisés comme étant des registres de stockage des données publiques. Quant aux données à caractère personnel ou des données personnelles, eh bien, dans un État qui veut faciliter, n'est-ce pas, la protection de ses citoyens, il était très important que l'on puisse avoir tout un régime de protection des données à caractère privé. C'est comme ça que vous allez voir que sur le plan pénal, il a été précisé qu'il y a certaines infractions qui ont pour origine justement l'atteinte de données à caractère personnel. En plus de ces statuts-là de données à caractère personnel et des données publiques, le Code a également prévu le principe et les conditions d'identification électronique, qui est un processus consistant justement à utiliser les données ou les identités des personnes physiques ou morales
par des procédés électroniques. Il était donc très important que l'on puisse déterminer cette question d'identification électronique, notamment avec la question d'identifiant unique. Je crois que dans d'autres pays, on arrive facilement à retrouver des gens à partir du moment où on a identifié chaque citoyen par un numéro d'identifiant unique. Eh bien, le texte ici a prévu également cette question-là d'identifiant unique. Vous pourrez lire utilement les articles 167 et suivants. Et donc, pour assurer, en ce qui concerne la question des données, la souveraineté numérique, c'est-à-dire la maîtrise de l'État sur ces données publiques et sur les données privées, il y a un principe qui a été inséré dans les codes, c'est l'obligation de stocker, d'héberger et de loger en RDC chacune des catégories de ces données. Vous avez l'article 167 et l'article 201 alinéa 1er, sauf les exceptions. Évidemment, il ne faut pas qu'on dise, mais vous allez tout stocker au Congo. Mais nous savons que pour certaines raisons, on peut être en difficulté pour le faire localement. Voilà pourquoi la loi respire avec la notion, sauf les exceptions prévues par la loi 201 alinéa 2 à 3. À 4, pardon. Outre les droits de la personne concernée, l'ordonnance... Il faut penser à ne pas épuiser toute la matière parce qu'il y a des questions qui viennent. Merci. Bon, vous êtes habitués à ce genre d'exercice et nous, on a la déformation, n'est-ce pas, professionnelle, d'être tout le temps devant le prétoire ou devant l'université. Exactement. Donc, je vais vraiment faire short pour que les autres viennent, peut-être par question, on va compléter cela. Donc, hormis ce livre-là, nous avons un autre livre important sur la sécurité et la protection pénale des systèmes informatiques. Eh bien, ici, il était très important que pour que nous puissions moraliser un tout petit peu l'utilisation et les échanges de données, il était important que les textes prévoient pour tous ceux qui développent un système informatique de prendre des dispositions pour sécuriser, n'est-ce pas, les systèmes contre les cyberattaques. Vous savez que de plus en plus de nos jours, il y en a de partout. Et donc, le code prévoit également l'obligation en matière de cybersécurité. Mais si les délinquants franchissent, n'est-ce pas, la ligne et arrivent à passer à l'acte, il était important donc que nous puissions définir également au niveau des échanges de données quelles sont les différentes infractions à la matière. Voilà pourquoi le texte ici prévoit toute une panoplie d'infractions, notamment, vous avez dans le document qui circule, je crois que vous avez pu en faire peut-être à cœur joie écho à certaines de ces infractions, que je ne dirai pas parce que, bon, vous le connaissez plus que moi. Et donc, il était important que l'on puisse incriminer un certain nombre de comportements, n'est-ce pas, qui passent par l'utilisation de la data via les outils informatiques. Ces infractions sont ici, on aura peut-être le temps d'entrer dans les détails, mais le principe est que on admet que les infractions de droit commun qui peuvent se commettre à travers, n'est-ce pas, les systèmes informatiques constituent également des infractions que l'on retient dans le cas du Code du numérique. Mais en dehors de ces infractions de droit commun, il y a également des infractions spécifiques qui ont été créées ici, notamment par exemple l'harcèlement par les biais de communication électronique. Combien de journalistes ne sont pas victimes ou auteurs? Parce que c'est dans les deux sens. Il y a des journalistes qui harcèlent, il y a aussi des journalistes qui sont harcelés. Et donc, il faut bien se situer dans cette position-là. Faites très attention parce que vous pouvez tomber sous le coup de cette incrimination. En dehors de tout cela, il y a, comme dans tous les autres textes, des dispositions diverses, transitoires et finales. Et donc, c'est par là que le texte prend fin parce qu'il précise très clairement quelles sont les dispositions qui sont abrogées et quel est le délai, n'est-ce pas, pour certaines des dispositions pour être totalement, n'est-ce pas, en vigueur. Notamment, je vous ai parlé sur la question qui concernait le service qui fonctionnait avant dans le secteur du numérique et qui ont un délai, n'est-ce pas, pour pouvoir se mettre en harmonie avec la nouvelle réglementation. Donc voilà, Excellence, chers collègues, en quelques mots, ce n'est pas évident pour un texte aussi volumineux de pouvoir se résumer et de synthétiser comme je l'ai fait. Et je m'en excuse si je n'ai pas été, n'est-ce pas, en profondeur pour certaines notions, en comptant sur les débats qui pourra, n'est-ce pas,
venir élucider certaines de ces notions. Je vous remercie. Je dois rappeler que cet exercice est le premier d'une longue série parce que vous, les juristes, vous dites que nul n'est censé ignorer la loi. Il faut que de notre part, on s'assure que la loi est connue et suffisamment vulgarisée. C'est pour ça que d'ailleurs, nous faisons cet exercice parce que c'est à travers les médias et les journalistes que nous procéderons notamment à des exercices d'explication du contenu de ces textes. On va commencer la série des questions. Ici, c'est ping-pong. Donc, quand on pose des questions, on répond directement. Je voudrais commencer la série avec M. Israël Moutala. Monsieur le ministre, merci de la parole. Ma question va s'adresser principalement et subsidiairement à vous, monsieur le ministre, principalement au ministre du numérique. C'est pour dissiper certains malentendus. Le premier malentendu, c'est par rapport à la portée, le champ d'application de cette loi. Il est dit dans son article 4 que la réglementation et la régulation du secteur audiovisuel est exclue de cette loi. Mais qu'est-ce que vous entendez par audiovisuel? Pourquoi vous n'avez pas pris un terme plus global, plus globalisant comme la presse? Parce que, est-ce que la presse en ligne, la presse numérique, est-elle concernée par l'article 4 quand il exclut le secteur audiovisuel? Est-ce que par secteur audiovisuel, vous voulez parler de la presse? Ça, c'est la première préoccupation. Parce que nous pensons que la loi Mouyaya sur la presse est une loi spécifique à la presse et que la loi du numérique ne peut pas venir régir ou réglementer notre secteur. Voilà la première préoccupation. La deuxième préoccupation, c'est par rapport au champ de la publicité. Là également, nous dépendons du CESAC, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, qui est institué par une loi organique. Ici, on a l'impression que la loi du numérique met sur un pied d'égalité les commerçants ordinaires et les médias de manière générale. Or, nous ne sommes pas des commerçants. Nous rendons un service public, bien que n'étant pas un service public. Nous rendons un travail d'intérêt général. Et lorsque nous étions aux États généraux avec le ministre Mouyaya, dans sa nouvelle loi, il était question de trouver des aménagements, des espaces matériels, financiers et légaux pour viabiliser les entreprises de presse. Et là, nous sommes dans un régime général où vous interdisez, par exemple, certaines publicités que nous avons en ligne. Enfin, sur la question de la souveraineté numérique, je n'ai pas vu un chapitre, un livre consacré aux GAFAM. On a beau réglementer ici, mais Google, Facebook, Amazon, Twitter se moquent de cette réglementation parce qu'ils ont leur loi à eux. Quelles sont les passerelles entre vous, entre cette loi et les GAFAM? J'ai beaucoup de questions, mais je vais me limiter à ces 3 questions. Monsieur le ministre Ebérandé. Voilà. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, Israël, pour vos questions qui sont toutes pertinentes. D'abord, pour les champs d'application, je précise une fois de plus, comme je l'ai dit dans l'introduction, que l'objet de cette loi n'est pas d'organiser l'activité de presse. Nous avons une loi qui a été brillamment portée par mon collègue et qui, au jour d'aujourd'hui, sert de loi de référence. C'est-à-dire, pour ceux qui veulent savoir quelles sont les conditions pour exercer les activités de presse en ligne, notamment, quels sont les droits et obligations, n'est-ce pas, de ceux qui pratiquent cette activité-là? Quelles sont les conditions de cessation de cette activité? Eh bien, ce n'est pas dans les codes du numérique que vous allez trouver cela. Ça, c'est dans la loi sectorielle qui organise la presse, n'est-ce pas, audiovisuelle. Et d'ailleurs, vous allez voir que dans le code du numérique, à plus d'un titre, nous avons fait des renvois à cette loi-là. En revanche, il est un fait que le journaliste, et en particulier celui qui fait, n'est-ce pas, la presse en ligne, il est au contact quotidien de la data.
les données passent à travers son entreprise ou son activité. Et donc, il est très important que celui-là qui manipule ces données-là sache qu'il ne peut pas disposer de n'importe quelle manière de ces données. Le contenu des données qui passent par cette presse ne peuvent pas être n'importe lequel, parce qu'il y a une loi qui aujourd'hui fixe le contenu. Je donne un exemple. Vous êtes un opérateur de presse en ligne, mais vous vous adonnez à cœur joie parce que vous voulez faire le buzz, n'est-ce pas, de balancer des images pornographiques. Ce contenu-là, vous êtes rattrapé par le code du numérique qui spécifie la règle sur les contenus, parce qu'on dit que le contenu doit être licite. Et donc, par rapport à ça, le cadre d'exercice, les droits et les obligations sur l'activité de la presse confère loi sectorielle. Mais la manipulation, n'est-ce pas, de la data qui passe par là en tant que contenu, eh bien, vous avez l'obligation de vous conformer aux exigences, n'est-ce pas, prévues dans, n'est-ce pas, le code du numérique. Et on peut aller un peu plus loin, même par rapport à ça, si en dehors des activités de la presse, comme presse, mais vous vous adonnez à des activités qui relèvent, par exemple, en plus de la presse, vous devenez une entreprise de marketing, une entreprise commerciale qui s'adonne à des actes qui relèvent du commerce électronique. Comment voulez-vous que la loi de la presse vienne sur les aspects? En fait, tout dépend de vous. Le curseur, vous le mettez de quel côté? Vous le mettez du côté de la presse, auquel cas vous restez régi par la presse, ou bien vous le mettez du côté des activités qui sont captées par le code du numérique, auquel cas c'est de ce côté-là que vous allez partir. En ce qui concerne la publicité, comme je disais ici, il faut faire très attention, le code du numérique n'a pas pour vocation de réguler la publicité. Mais il a besoin de s'assurer que la publicité qui a un contenu, encore une fois, doit être un contenu qui répond aux normes. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où, pour gagner de l'argent, les gens sont prêts à tout. Et il y en a même parmi vos confrères, vous êtes les premiers à vous offusquer de certains débordements. Eh bien, voilà, par rapport à ces publicités, il y a des publicités qui sont malsaines. Nous avons une loi sur la publicité mensongère et autres. Cette loi tient, mais sur les aspects ici du numérique, eh bien, vous êtes concerné uniquement par ces aspects-là. Vous avez parlé, par exemple, du fait que, en matière de publicité, vous ne pouvez pas être sur le même pied d'égalité que le commerçant. Non. Déjà, comme je vous ai dit, ce n'est pas la vocation du code du numérique d'aller regarder qui prend quoi en matière de publicité. Nous, la publicité ne nous concerne que, comme j'ai dit, en tant que donnée et sur l'aspect de son contenu. Voilà. En ce qui concerne la souveraineté numérique, ça c'est une notion très importante. Et peut-être nous ne prenons pas encore aujourd'hui les choses dans... On ne mesure pas vraiment, j'allais dire, l'importance de cette question de la donnée. La donnée, comme disait l'autre, c'est l'or de demain. Nos minerais vont s'épuiser un jour. Le pétrole, les gaz, ça va s'épuiser un jour. Mais les données sont perpétuelles. Tant que nous avons la vie, nous allons sécréter tout le temps des données. Et donc, il est très important de comprendre qu'aujourd'hui, le monde a atteint la dimension de la marchandisation, n'est-ce pas, des données. C'est-à-dire, vous pouvez vendre les données, vous pouvez en faire aujourd'hui quelque chose qui vous donne des revenus. Certains pays, comme l'Estonie, qui n'est pas très grand, c'est un petit pays en termes de superficie, mais qui a un budget plus important aujourd'hui. Quelle est leur matière première? Qu'est-ce qu'ils vendent à travers le monde? C'est la donnée. La capacité de stocker, les GAFAM et consorts qui ne peuvent pas stocker chez nous pour X raisons, mais stockent là-dedans. Et ce stockage-là est un service qui rémunère, qui apporte beaucoup dans les budgets de l'État de ces pays. Et donc, aujourd'hui, on ne peut plus considérer que la donnée est quelque chose à négliger. Bien au contraire, il faut bien la créer, il faut bien la stocker et bien l'échanger.
Imaginez-vous que si nous arrivons à digitaliser la plupart de nos services, par exemple au niveau des universités, vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Canada, vous êtes en Afrique du Sud, vous êtes à Mweneditu, vous avez besoin d'avoir votre attestation que vous avez fini à la faculté, par exemple, de lettres à telle année. Vous allez prendre un avion pour arriver jusqu'à l'université de Kinshasa et chercher ces... Alors que quand on a digitalisé, vous pouvez avoir ces services uniquement. Vous vous mettez sur la plateforme, vous demandez les documents, on vous donne les documents, vous payez juste peut-être 1000 francs ou, je ne sais pas moi, 1 million de francs ou, je ne sais pas moi, un montant, en tout cas dérisoire, qui peut être en réalité en dollars, 2 ou 3 dollars par là. Mais là, vous allez payer tout un billet d'avion de milliers de dollars. Donc, c'est important que nous puissions aujourd'hui considérer que le champ d'application de notre code, il obéit au principe de la territorialité. Les lois sont faites pour le pays, pour la RDC. Elles ne sont pas faites pour les États-Unis, elles ne sont pas faites pour le Congo-Brazzaville ou bien pour l'Angola. C'est le principe de la territorialité de la loi. Voilà pourquoi nous légiférons pour ce qui se passe dans l'espace. Mais on a eu quand même la précision d'indiquer que pour les transactions qui sont en direction de la RDC, donc qui viennent, qui entrent ici et qui se déroulent sur place, eh bien là, nous avons la possibilité effectivement de pouvoir capter ces transactions-là. Et nous avons dit que pour les détails, parce qu'il y a des aspects financiers, ça fera l'objet, n'est-ce pas, de arrêtés interministériels entre ministère du numérique, ministère des Finances, parce que nous devons nous retrouver pour calculer tout cela. Ça nécessite un certain nombre de considérations qu'il faut intégrer. Mais le principe a été que par arrêté ministériel, n'est-ce pas, on va déterminer les modalités justement de fonctionnement de ces services et donc la possibilité de fixer la perception de quelque chose. Voilà, on va prendre la question de Blaise Aïnda. Monsieur le ministre, puisque vous parlez de Monsieur le ministre du numérique, le professeur Eberhard, puisque vous parlez de la souveraineté en cette question, nous avons une très belle loi. On nous accuse souvent, nous les RDC, de disposer de très belles lois, mais l'application pose problème. Quels sont les outils numériques dont dispose à ce jour votre ministère, donc la République démocratique du Congo, qui va vous permettre ou nous permettre d'être pratiquement en ordre avec ce que prescrit le Code du numérique? C'est ça la petite question que j'avais. Merci beaucoup. Encore une fois, ce sont des questions très pertinentes. Je vous remercie parce que là, si j'étais devant ma hiérarchie, j'allais me retourner en leur direction pour dire, voilà, c'est la question fondamentale. Disposer des infrastructures qui assurent la souveraineté suppose que vous mettez la main dans la poche. Suppose que l'État investit. Et Dieu merci, ça, ce sont des investissements qui ne sont pas pertes. Ce ne sont pas des investissements, comme on dit, de prestige. Mais ce sont des investissements réellement rentables. Et je peux vous dire qu'au niveau du numérique, nous avons déjà eu à proposer et faire valider d'ailleurs au Conseil des ministres dans le cadre de projets importants du numérique, notamment pour le stockage, la mise en place du data center national. Eh bien, ces projets-là restent encore pendants. Nous avons déjà réalisé les études de faisabilité. Il ne reste plus maintenant qu'un problème de budget. Et rassurez-vous, vous en savez certainement, que ce genre d'infrastructures ne se négocient pas à 1 franc congolais près. Ce sont des infrastructures qui vous coûtent des millions de dollars. Nous pouvons en avoir jusqu'à 100 millions et pourquoi pas plus. Mais ce n'est pas que le pays ne peut pas se doter de cela. Aujourd'hui, le gouvernement a levé l'option ou le principe que si nous n'avons pas encore notre propre budget pour le financer, nous pouvons passer par un partenariat. Et le ministère a eu effectivement jusque-là a déjà signé un certain nombre de partenariats. Pour des raisons de confidence, comme on est encore là, je ne pourrai pas m'étaler longtemps sur ça, mais rassurez-vous que nous avons trouvé des partenaires qui acceptent de financer avec un montage financier qui permet également d'avoir aussi
un plan de remboursement, n'est-ce pas, de cet investissement à travers ces... Mais rassurez-vous que si tout va bien, Inch'Allah, nous pourrons d'ici là, n'est-ce pas, finaliser le bouclage de ces financements et mettre en place notre data center national qui va être finalement l'infrastructure qui va permettre de pouvoir sauvegarder toutes les datas sectorielles et qui aura lui-même un backup également logé sur les territoires, n'est-ce pas, de la République démocratique du Congo. Donc, le projet est déjà lancé, nous sommes en plein dedans et nous espérons que bientôt nous allons closer là-dessus. Je crois qu'il faut qu'on soit en mesure de situer la problématique de manière générale dans son contexte. Le ministère du numérique a été créé comme principale innovation. D'ailleurs, Monsieur le ministre, ça faisait 2 ans hier que nous avions été appelés à ces charges par le Premier ministre et le Président de la République comme une innovation. C'est un secteur qui commence en réalité à vivre du point de vue légal, parce qu'il y avait des activités qui s'exerçaient, mais il n'y avait pas de cadre. Aujourd'hui, l'urgence, c'était d'avoir une administration. Je pense qu'il y a un secrétaire général qui a été recruté sur base d'un concours qui a été fait. Je pense qu'il y a des Congolais qui sont experts, qui sont en train d'être sélectionnés pour participer justement à cet important travail. Il fallait avoir une législation, parce que c'est la législation finalement qui définit les principes et qui répertorie toutes les activités qui sont concernées. Parce qu'il y a des clarifications qu'il fallait apporter. Je reviendrai, même si Israël n'a pas fini de me poser sa question, mais je reviendrai sur un certain nombre d'éléments dont il a parlé, parce qu'il y a les médias, il y a, je ne sais pas, le commerce électronique, mais le numérique, je ne dirais pas que c'est un peu comme la communication, mais c'est un secteur transversal qui s'occupe de tous les domaines. Si vous allez dans les mines, si vous allez dans les infrastructures, si vous allez partout, tout passe par là, numérique, digitalisation et tout ça. Et donc nous sommes engagés dans un processus qui requiert, comme il est dit, d'importants investissements. Et je pense que le président de la République lui-même disait qu'il faut faire du numérique un levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et du progrès social. Et donc nous sommes dans cet objectif, nous payerons le coût, parce que lorsque nous serons en mesure de contrôler toutes ces données, il y a tant d'autres applications qui peuvent se faire et tant d'autres bénéfices qui peuvent être générés pour ces secteurs. Et donc c'est une priorité sur laquelle nous travaillons avec le ministre et pour lequel, lorsque nous aurons de progrès, nous reviendrons au devant de vous pour en parler. On va prendre la question de José Babia. Merci pour la parole. Monsieur le ministre Ebérand, comment comptez-vous faire pour vulgariser cette loi, cette nouvelle loi? Nous savons dans ce pays plusieurs lois votées, promulguées, mais qui ne sont pas très connues du public. Comment comptez-vous relever ces défis? Merci. Merci pour cette question. Une chose est avoir un texte, une autre chose est savoir faire connaître également ces textes-là. Et donc, par rapport à cette préoccupation-là, je pense que déjà ce que nous faisons, c'est le début. La vulgarisation d'un texte aussi important nécessite beaucoup de moyens. Parce que nous avons, là, nous sommes dans un média officiel. Heureusement que le collègue ne m'a pas fait payer, parce que nous sommes dans un média officiel. Mais rassurez-vous, nous ne pouvons pas couvrir partout avec les médias officiels. Il va être donc important, à un moment donné, de passer par d'autres médias privés, mais aussi de diversifier les actions ou les activités de vulgarisation. Nous avons le monde, par exemple, professionnel, le monde des avocats et des magistrats, qui utilisent à longueur de journée les textes de loi. Donc, de ce côté-là, il faut également faire ce travail de vulgarisation pour montrer les innovations qui sont arrivées et qui dérogent par rapport aux principes que nous avions connus déjà, par exemple en matière de preuves, je vous ai dit, et qui vont impacter même sur le fonctionnement des greffes. Imaginez-vous par exemple qu'on dise que nous devons faire un appel. L'appel, on vous dit, il faut le faire dans un délai très court, 10 jours ou bien 30 jours. Mais dès là où vous vous trouvez, vous avez appris qu'on a rendu la décision, vous avez perdu. Il faut qu'on arrive à faire, par exemple, admettre le principe, parce que l'écrit électronique est que la déclaration d'appel
peut être faite par exemple par voie électronique où vous vous trouvez et donc vous devez être en contact avec les greffes. Mais ça nécessite quoi? Que ces administrations-là également à leur niveau puissent se mettre à niveau. Voilà pourquoi le projet d'intranet gouvernemental aujourd'hui qu'on est en train, dont je parlais tout à l'heure, va avoir entre autres effets de pouvoir amener ce côté-là de la dématérialisation de nos administrations. C'est un projet qui est déjà en cours, qui est lancé et qui est en pleine implémentation. Mais, comme je disais, nous n'allons pas nous limiter là. Nous allons organiser de séances, de colloques, de restitution, de vulgarisation dans des universités. Et même, je vais aller plus loin, au niveau des gens des théâtres. Parce que parfois, comme disait l'autre, nous sommes à la théâtre été. Malheureusement, dans la pratique, vous savez que la manière dont certaines personnes ont, de manière désinvolte, avec une désinvolture déconcertante, ils se permettent à hacher à travers les réseaux sociaux chaque jour des personnalités, et cela sans la moindre preuve. Donc il faudra également atteindre ces milieux-là, arriver auprès de ces gens-là, de ces acteurs, pour qu'ils puissent faire attention, demander au peuple concerné de faire très attention, parce que oui, c'est du spectacle, oui, c'est vraiment du spectacle d'insulter les autorités, de pouvoir dire tout ce qui se passe par la tête, mais les conséquences sont réelles, parce que maintenant, nous avons un texte qui va le prendre en charge. Voilà, il faudrait bien que ces messages passent en disant oui, attention, le spectacle que vous faites, moi je suis gardien du temple, je ne sais pas de quel temple, moi je suis l'homme qui a mis, je ne sais pas moi, l'eau dans ceci et là, et à partir de là, ça me donne le pouvoir de dire que le ministre Mouyaya a pris, n'est-ce pas, la caisse de son ministère et qu'il est allé acheter 2 maisons, je ne sais pas moi à quel endroit. Oui, c'est du spectacle. Quand tu parles, tu te mires devant n'est-ce pas, ton téléphone portable ou je ne sais pas moi, les supports que tu utilises. C'est très bien. Et après, tu postes ça. Vous avez, ça fait les buzz, tout ce que vous voulez. Mais les conséquences sont réelles à la fin. Parce que quand vous allez vous retrouver devant un procureur qui te dit, très bien, la liberté de la presse est reconnue, mais vous pouvez nous apporter les preuves de tout ce que vous êtes en train de dire. C'est là que vous allez dire, Non, en d'autres termes, pour être plus clair, ça veut dire que si quelqu'un prend son téléphone, partage un message sur WhatsApp avec des imputations de ce genre, je peux me saisir de ces messages WhatsApp, je porte plainte et on met la main sur lui. Mais bien sûr, parce que le principe n'est pas que vous n'avez pas le droit de parler ou de vous exprimer, oui, mais vous devez vous assumer. C'est-à-dire, lorsque vous faites véhiculer véritablement des fausses informations, des fakes, c'est connu. Mais toi, tu prends ces informations, si ce n'est pas toi l'auteur, mais tu le relais, parce que le problème, la loi dit, soit c'est vous qui l'avez produit, ou soit c'est vous qui le relayez en connaissance des causes, en sachant que c'est du fake. Avec l'intention de quoi? De nuire à autrui. Eh bien, pourquoi voulez-vous que votre liberté devienne un souci pour moi? Pourquoi? Voilà pourquoi, dans un état de droit, on devait prendre des dispositions pour arrêter net ces genres de blagues et que les personnes qui vont passer dans les réseaux sociaux, qu'elles expriment des choses qui sont véridiques ou vérifiables et non pas être là comme des caisses de résonance de la haine, de mensonges ou de tout ce qui peut être comme antivaleur. Non, ce n'est pas ça un état de droit. Un état de droit, c'est celui qui donne la liberté pour dire des choses vraies ou véridiques et non pas pour aller faire l'apologie de la haine, de l'incitation, n'est-ce pas, à la haine raciale ou à la violence ou à des antivaleurs de gens. Voilà, monsieur le ministre, il y a beaucoup de questions. On va essayer de le contenir dans le 15-20 minutes qui nous restent pour être sûr qu'on est dans le temps. On va prendre la question de Innocent Olenga et puis on prendra 3 ou 4 questions pour terminer. Comme ça, on est sûr qu'on a répondu à l'essentiel. Parce que ici, ce n'est pas seulement la chaîne nationale, même si on est en direct à la chaîne nationale, mais il y a les représentants des médias nationaux et internationaux qui sont là et qui feront le relais de cette communication. Monsieur Innocent Olenga. Merci beaucoup pour la parole, monsieur le ministre. J'ai une proposition et puis une question. Allez-y. La proposition, c'est que j'ai eu le privilège d'accompagner l'ancien ministre de la Recherche scientifique à Cape Town
dans un forum sur la science. Et là, un partenariat avait été signé avec un institut de recherche là-bas pour l'installation d'un centre data à Kinshasa d'une grande capacité. Parce que ce que nous, on avait vu là-bas, c'était toute une usine pour la conservation des données et des privés et des entreprises et des institutions. Et ça fournissait un peu d'argent. Dans le cadre des transversalité des ministères, je pense que vous devez capitaliser cet accord-là dans le cadre des numériques pour l'installation de ces centres data. Alors ma question, ce n'est pas sur l'éco numérique, mais c'est sur les ministères du numérique. Il n'y a pas très longtemps, vous avez créé les portails de la RDC, mais apparemment, ces portails ne fonctionnent pas correctement. La mise en jour pose sérieusement problème. Et aussi l'arrêté interministériel que vous avez signé avec les ministres de la Communication pour la gestion de ces portails. Les agents, jusque-là, depuis novembre, si je ne me trompe pas, ils ne sont pas payés. Pourquoi? Merci. Merci. Je pense que je me ferai compléter sur un aspect de cette question par mon collègue. Ça tombe bien parce que c'est avec lui que nous co-gérons, n'est-ce pas, cette infrastructure. L'idée était bonne au départ, comme vous le savez, mais en réalité, aujourd'hui, ce qui pose problème pour des mises à jour, vous avez souligné le point le plus important, c'est la motivation de ces personnes-là qui doivent, n'est-ce pas, faire ces mises à jour-là. Parce que jusqu'aujourd'hui, je pense, on ne va pas étaler. Nous avons eu quelques petits soucis de ces côtés-là. Je parlerai comme celui qui devait, vous savez, quand vous êtes débiteur de quelqu'un et que le créancier vous appelle et vous interpelle, même quand c'était pour vous saluer, vous risquez de croire qu'il est en train de vous demander, n'est-ce pas? Voilà, c'est le sentiment que j'ai lorsque vous, mais le problème il est réel, voilà. J'espère que nous allons, mon collègue et moi, prendre des dispositions par rapport à ça. Je vous remercie. Bon, je crois qu'il y a évidemment l'interpellation et détail parce que fort malheureusement, peut-être pris dans l'urgence, il n'y a pas toujours, comment dire, l'attention qu'il faut sur ces sujets. Je vais vous expliquer, ce n'est pas compliqué. En créant le portail du gouvernement, l'idée derrière, c'était d'apporter une révolution. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, nous disposons d'un cadre qui réunit tous les conseillers en communication de tous les ministères. Normalement, pour un fonctionnement optimal, c'est comme un fleuve qui attend les éléments qui viennent de rivière. Il y a une difficulté, notamment en termes de formation. Je vous donne un exemple. Lorsqu'il faut mettre des éléments sur un site internet gouvernemental, vous n'écrivez pas de n'importe quelle manière. C'est ça. Et malheureusement, dans la structuration de nos institutions, c'est une remarque générale qui s'applique à nous-mêmes. C'est que parfois, on ne fait pas toujours attention à la technicité que ces choses requièrent. Mais nous considérons que nous avons commencé. C'est vrai qu'il y a des demandes qui sont pressantes. Tous les Congolais sont très exigeants sur un certain nombre de sujets, nous le comprenons. Mais il faut considérer que nous sommes dans la phase la plus délicate, la phase de la fondation. Et aujourd'hui, nous espérons qu'il y aura d'ailleurs dès la semaine prochaine une cascade de formations pour les acteurs de toutes les institutions, notamment quelqu'un parlait des GAFA ici, donc il y aura un représentant de Facebook qui viendra pour voir dans quelle mesure on peut avoir une conversation générale. Je suis sûr que dans le jour qui vient, vous verrez que les choses seront mieux faites et plus structurées parce qu'il y a une volonté claire pour nous de switcher dans le monde du numérique et que cela corresponde ou que cela s'efface suivant les exigences internationales en la matière. Donc, on prend la remarque parce qu'évidemment, c'est des choses sur lesquelles on aurait pu avancer plus rapidement, mais nous considérons que le temps qui a été pris, c'est aussi un temps de maturation. Aujourd'hui, il y a des équipes restreintes qui ont été construites au niveau de nos deux ministères pour faire ce travail et nous espérons, parce qu'après il y a eu les remaniements, nous espérons qu'avec tous les conseillers en communication de différents ministères, nous trouverons un créneau pour bien avancer. Parce que vous regardez, la charte graphique, par exemple, le portail, c'est une identité visuelle commune à tous les ministères. Et donc, aujourd'hui, les cartes des visites, le compte Twitter, les sites Internet doivent répondre à un même protocole.
Nous avons quelques sites modèles qui ont déjà été faits pour 6 ou 7 ministères. Nous allons continuer jusqu'à ce que nous aurons de tout. Vous voyez, par exemple, ça c'est un exemple. Mafarde, c'est ministère de la communication et des médias. La sienne, c'est ministère du numérique, mais c'est des chartes qui sont uniformes. Les papiers en tête, les cartes de visite de tous les membres du gouvernement aujourd'hui répondent à une même charte. Et donc nous considérons que c'est un travail qui a commencé, qui doit descendre plus bas dans toutes les administrations, dans toutes les 26 provinces, pour que nous puissions être sûrs que nous répondons à une identifiant unique. Et nous allons y arriver et nous espérons que les médias suivront. On va prendre 3 questions pour terminer. Tite Lyungi, Élisée Odia, Pascal Moulegua. Et on aura une question en lingala pour terminer. J'espère avoir oublié personne. Lui dort. La première fois qu'il vient, il veut poser la question. Il posera la question au prochain exercice. Onassis pourra souffler sa question à Eric Izami. Comme ça, l'un de vous pourra poser, s'il vous plaît, parce qu'on fait une économie de temps. Merci. Merci, monsieur Allez-y le ministre, rapidement. pour cette opportunité. Ma question, je la pose au professeur. Il est vrai que vous venez aujourd'hui de faire sortir notre pays de ses cartons avec le code numérique, mais plusieurs inquiétudes se planent. Alors qu'il y a l'Institut national des archives, de l'autre côté, il y a un autre ministère qui exerce le même métier, et vous apportez également cette innovation. Je vais comprendre, dans l'opérationnalisation, monsieur le ministre, comment cela sera aussi facile pour que chacun puisse garder son domaine précis du travail. Voilà, merci. Pascal Moulegua. Merci, je me réadressais ma question au professeur Eberand. En lisant en fait ces codes, partant de l'article 358 à 371, il y a des dispositions 358 à 371, 371. Vous prévoyez en fait des dispositions finales, il y a des peines qui sont prévues et des faits infractionnels qui sont couchés ici. Vous parlez par exemple du harcèlement, vous incriminez les faits pour quiconque, c'est-à-dire même un journaliste, le fait de relayer une fausse information, sans savoir justement qui peut juger si l'information est vraie ou fausse. Vous incriminez également les faits de transférer un message, un document, un contenu censé être secret et qu'il est divulgué voilà, via les canaux électroniques. Par ces dispositions, moi je me dirais qu'il serait en train de resserrer le taux autour des internautes, des activistes, des opposants, et pourquoi pas même de tout le monde. Ne serez-vous pas en train de rétrécir l'espace démocratique en RDC? Monsieur le porte-parole, puisque l'actualité fait la force des rédactions, nous avons suivi ce matin le président de la République à propos du M23. Le M23 sera cantonné d'abord à Kichanga et puis près de la ville de Kindu. À la fin de ce processus, est-ce que le M23 méritera les dialogues directs avec Kinshasa qu'il réclame depuis 8 mois? Le président de la République y a répondu de manière claire, hein, M. Moulegua. Merci de la parole, Monsieur le ministre. Merci déjà des efforts qui sont fournis pour davantage étoffer tout ce que l'État a besoin pour bien fonctionner. Je voudrais quand même ici relever une préoccupation. Monsieur le ministre Bérand, vous parlez des data, des données. Mais dans un État, j'imagine aussi qu'il y a des données qui peuvent être sensibles. Des données auxquelles n'importe lequel monsieur ou citoyen ne peut pas accéder. Celles-là, vous les gérez comment? Ça sera toujours dans le numérique pour que tout le monde y accède? Je crains. Et puis vous avez dit ici que vous devez aller dans la digitalisation de tout ce que nous avons comme données depuis toujours. J'imagine aussi l'histoire. Qu'allez-vous faire, par exemple, à ce qui s'est passé? Je prends le cas de l'ONATRA, qui avait brûlé. Certainement qu'il y avait des données. Nos enfants auront besoin de connaître l'histoire. Qu'est-ce que vous faites avec ça? L'Académie des Beaux-Arts a brûlé il n'y a pas 2 jours ici. Qu'est-ce que vous faites dans ça? Merci. La question, Onassis Moutombone, vous n'avez pas soufflé sa question. Non, non, je n'ai pas bien entendu. Ok, Madame Élisée Odia. J'avais le mien, donc je vous dis mes enfants. Merci, Monsieur le ministre, pour la parole. Aux deux membres du gouvernement, est-ce que vous n'êtes pas en train de récupérer à gauche avec la nouvelle loi sur la presse via le code numérique
avec cet article, le fameux article 330, on se rend compte que le gouvernement est en train... 360 plutôt. Vous êtes en train, le gouvernement est en train de... Voilà, j'arrive même pas à m'expliquer. Vous êtes en train de récupérer, via le code numérique, ce que vous avez donné aux médias via la nouvelle loi sur la liberté de la presse, via la nouvelle loi de la presse. Et pour essayer de rechercher, c'est une question que vient de poser Pascal Mondlégois, avec le nouveau code, insulter, diffamer, calomnier, puis relayer sur les nets, auront bien entendu des conséquences réelles, mais la procédure sera comment? Ça se passera comment, surtout s'agissant de la diffamation et des propos jugés calomnieux. Voilà, merci Madame Elisodia. On va répondre à cette série de questions en français et on prendra la dernière en lingala, peut-être pour... Ah, on assiste finalement. Merci beaucoup. Rapidement, s'il vous plaît. Ministre Kolongele, moi j'ai juste une question. Que prévoit le code numérique pour des agents de sécurité qui filment et partagent leurs appréhendés? Donc, c'est-à-dire à Kangio, à filmer et puis à partager. Merci. Bon, Fabrice, tu as appelé la question à Lingala. Comme ça, toi aussi, là, on a ma question. Et on va répondre une fois pour toutes. Allez-y rapidement. Patrick Mouyaya. Solo, ezali kosala pasi, comme on a lelo, moto aye koli journalisme était, mais azu aye caméra, micro et puis téléphone kobanda kofinga pe kola kisababili lingi ya mabe. Mobe koli konzini ni botier pour moto wana azorbe litu etumbu. Nangambo ya ministre Patrick Mouyaya, solo olobi makambo ya ekuke ya mbula matari ko Congo démocratique na mambi matali singa mondele numérique. Nzokande na ba ministère ebele to komona ba site na bango ezali actualisé te pour na lutter contre fake news. Mobe ko likonzini ni botier pour na yango et puis mo pelengano ni boyo ko tia na misala pour être communication de Kakitoko. Merci. Alors, Monsieur le ministre, allez-y, je vous compléterai. Merci. Donc, je vais commencer par la dernière question à Lingala. Et puis après, je vais remonter pour les premiers intervenants. Ndeko mobali alobi, mobe koni ni bisototi, pona baimboka, to bapaya, oyo ba komi kozwa téléphone to ordinateur to eloko mosusu po na kotindika na nzela ya ba réseaux sociaux makambo ya lokuta kofinga batu kobenda batu na nzela ya mobulu to na nzela ya boyinani to na nzela ya kotinda batu batomboka mobeko nini biso toti mpona batu wana yambo penza nalingaki nayanola yo mpona likambo lina. C'est un séminariste, hein? Mobeko ya mboka elingi te moto na moto azala na lotomo azala na ndingisa ya koloba oyo ye azali nango na motema to oyo ye ayebi to oyo ye alingi bato bayeba. Kasi eloko tobengi démocratie ezali na ndelo oyo okoki koleka te. Yango wana balobi soko ozwi likanisi ya kotindika na nzela ya internet to na nzela ba réseaux sociaux olingi kotindika likambo ezala likambo ya solo. Soko ezali makambo ya lokuta yo moko oke omeli soki nini obandi kotindika na nzela wana oyo nyonso ya likunya ozalaka nango epai ya moninga makambo nyonso ozalaka nango na ntina te okitisa moninga to osilisa ye
loposo na bomoi na ye na bomotoba ye liboso ya bato mosusu keba makambo masi mabongwani ezali lokola o likolo ndenge balobaka kala arc-en-ciel ebimi na likolo kobanda moya lelo bapekisi yo te oloba kasi makambo ozoloba ezala makambo ya solo ezala makambo ya lokuta te soko oye na ntina te ofinga bato bakozwa yo bakwi yo procureur akobenga yo basimbi yo bati yo maboko mpo oya kolimbolela bango ozwi yango wapi biloko wana yo ozoloba makambo nyonso wana yo ozoloba eske ozali na preuve na yango soki preuve ezali te sambela soko osambeli ezali mpe ndenge ya kozwa occupation mais soko olobi ngai nazali elombe mosala bapesi ngai ezali kofinga bato ezali koloba makambo ya lokuta to koya kotia makambo ya buzoba na nzela ya televizion bana basi to bana mibali otiaka bango bolumbu yeba te biloko wana lelo ngala nango esili bakozwa yo mpe bayebisi yo soki eza lokuta okosala boloko mpo obuki lokuta soki ezali biloko oyo ezobebisa bavaleur bizaleli ya mboka bakotia yo mpe na boloko mpo nzela wana ezali nzela ya koloba makambo ya solo makambo ya semba ezali te nzela ya koya kotia na oboso baboti mpe bazali bakolandaka makambo wana bana mike mpe bazali yo ozwi bosoto oti yango na nzela wana bakotia yo maboko parceke nzela wana bapesi mpona koloba makambo ya bosolo mpona koloba makambo ezali na moralité eza te mpona koya kotia makambo ya buzoba makambo ya nyamunyamu nde kobanda moya lelo bayi mboka bazali kolanda biso lelo na nzela oyo ya televizion bopesa sango bosangela sango elamu wana oyo tomemeli bino ete makambo ya lokuta makambo ya buzoba makambo ya boyinani ya kotinda na nzela oyo ya bareseau sociaux esili soki ozali na mato ya koyoka oyoka mpo ezali masano te ndenge tata mboso alobaki nyonso ezalaka masano te mpo soki bakwi yo moko oyebi okolala kuna ta mosusu ntango okobima kuna obongwani mpe motema esala mpe eloko ya malamu. Alors, pour les autres préoccupations, vous avez dit que vous aviez des inquiétudes. Il y a un intervenant qui parlait des inquiétudes au sujet de l'archivage. D'abord, nous disons que l'office qui est chargé de l'archivage national a, avec le code du numérique, des outils pour pouvoir moderniser la manière de faire l'archivage. On ne peut plus continuer aujourd'hui à faire de l'archivage. Déjà, vous n'avez pas beaucoup de locaux. Vous voyez, quand vous arrivez à certains endroits, des papiers sont jusqu'au toit, à telle enseigne que même quand vous prenez d'autres papiers, ça se délite sous vos mains. Ça, ce sont des choses qui ne peuvent plus, au XXIe siècle, continuer. Voilà pourquoi on lui donne un outil qui est la numérisation de ces services-là, de l'archivage. Mais attention, il ne va pas archiver n'importe comment. Il y a des règles qu'il faut suivre parce que ces règles doivent permettre que ce que vous êtes en train d'archiver puisse être utilisé par les autres. Donc, qu'on puisse avoir l'interopérabilité avec ce que vous êtes en train de faire et d'autres services. C'est pourquoi ces messieurs-là ou cette autorité-là aura besoin de regarder quelles sont les règles qui sont prévues dans les codes du numérique au sujet de l'archivage numérique. Parce que c'est un avantage, c'est un atout. Ce n'est pas pour l'empêcher de travailler, mais c'est plutôt pour pouvoir l'aider à bien travailler et à se situer à la dimension moderne. Il y a, je crois que Mme Odia, qui avait dit, ou qui a le sentiment ou la crainte, que via l'article 360, l'on puisse récupérer
à gauche ce que la loi sur la presse a donné à droite en termes de liberté. Nous parlons de liberté. Je pense que dans un État démocratique, la liberté s'arrête là où commencent les droits des autres. Je ne sais pas si la liberté signifie qu'il faut relayer ou il faut poster des sujets, des choses, des données dont on connaît l'inexactitude. Parce que ce que la loi sanctionne, c'est en connaissance des causes. N'oubliez pas que la qualification, elle est très claire sur en connaissance des causes. Vous êtes en train de poster des choses que vous savez soit immorales, soit contraires à la loi, soit totalement fausses du point de vue matériel. Mais quand vous avez cette confiance-là en vous et que vous y allez jusqu'au bout, sachez qu'un État de droit est là aussi pour arrêter les velléités des individus qui veulent se comporter comme des hors-la-loi. Et la loi sur la presse, elle incite les gens à faire un travail, mais dans la légalité. Et parmi les limites de la légalité, c'est l'ordre public et les bonnes mœurs. Monsieur le ministre, je souhaiterais, parce que ça c'est une question cruciale, je souhaiterais qu'on lise l'article 360 en question et l'article 368, si vous avez les textes devant vous, pour que les journalistes comprennent qu'il y a une une complémentarité entre les deux textes. Par exemple, je n'ai pas la disposition encore sur moi, je vous la partagerai. On a fait dans notre loi un effort pour limiter les interpellations des journalistes. C'est ça. Donc, on a consacré plus qu'une obligation de droit de réponse pour toute personne qui peut se sentir lésée. Donc, Madame Élisée Odia, vous pouvez vous apaiser. Si vous faites un article et que M. Israël Moutala se sent lésé par votre article, où il estime qu'il y a des propos, des imputations dommageables, avant qu'il n'aille même au parquet, il doit d'abord venir chez vous pour obtenir réparation. Donc, il n'y a pas de risque particulier parce que je crois savoir que les textes du numérique renvoient sur les dispositions applicables que nous, on a définies. Donc, j'espère que pour les journalistes, c'est clair. Donc, dans l'hypothèse où vos écrits, vos publications heurtent un quidam, il a la possibilité, et vous devez avoir la flexibilité, de lui accorder la possibilité d'avoir son droit de réponse, auquel cas, si vous refusez de lui concéder ses droits, il a le droit de recourir au parquet, aux juridictions habilitées pour obtenir réparation. J'espère que c'est clair. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez, si vous avez les dispositions en face, comme ça on est clair comme l'eau de roche dans un verre clair. Voilà, merci. Donc, Madame Odia, je comprends votre préoccupation. Ce que je voulais juste dire à votre attention et vous apaiser, c'est que le texte de l'article 360 est clair. Quiconque initie, c'est lui qui prend l'initiative. Donc, qui est le premier à mettre cela sur les réseaux. Ou relaie une fausse information contre une personne par les biais des réseaux sociaux, des systèmes informatiques, des réseaux de communication électronique ou de toute autre forme de support électronique est puni d'une servitude pénale. Ce qui est puni, ce n'est pas le fait de relayer une information. Mais il y a un mot qui est le plus important, c'est fausse. On ne peut pas punir quelqu'un parce qu'il a relayé une information. Mais quand l'information est fausse, et c'est là qui est très intéressant, imaginez-vous que dorénavant, on mettra l'initiateur de l'information devant ses responsabilités, on n'aura que la vidéo qu'il a postée, le procureur lui dira, ok, vous avez dit que tel monsieur est allé avec la femme d'autrui parce que vous voulez les détruire comme candidat aux élections. Nous avons suivi cette information. Le plaignant dit que c'est faux. Il n'est pas allé avec la femme d'autrui. Bon, vous qui avez posté cette information, vous pouvez nous apporter la preuve. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a d'antidémocratique là-dedans? Qu'il soit journaliste ou quelqu'un d'autre. On est dans un état de droit. Il n'y a pas d'immunité par rapport à la vérité. La vérité, elle est une. Alors, quand on vous dit, vous, journaliste, vous êtes, quel que soit votre nom, vous êtes connu, là, c'est vous, oui.
la personne ici dit qu'il n'est jamais allé avec la femme d'autrui. Mais vous, vous affirmez qu'il est allé. Alors, donnez-nous les preuves. Si vous avez la preuve, vous n'allez pas vous cacher en ce moment-là en disant non, la source. On vous a posé la question de la preuve. On ne nous a pas dit la source. Article 368, pour faire un gain de temps, s'il vous plaît. Merci. Article 368. Voilà. Article 368. Quiconque aura commis des actes constitutifs d'une infraction de presse par les biais d'un système informatique ou d'un réseau de communication sera puni conformément aux dispositions légales applicables à la presse. Et bien sûr. Parce que ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que vous commettez des actes qui sont constitutifs d'infractions de presse. C'est-à-dire le code du numérique n'est pas là pour légiférer sur les infractions de presse. Non. Il vous dit que les infractions de presse sont déjà des infractions définies et déterminées dans la loi organique. Alors, si ces infractions-là ont été commises parce que c'est le moyen que vous utilisez pour commettre cette infraction, on vous dit, si vous le faites sur un réseau de communication électronique ou un système informatique, cette infraction de presse qui est définie dans la loi de la presse, eh bien, on vous dit que vous allez être puni comme cela a été prévu. En fait, ici, l'idée, c'était quoi? C'était que quelqu'un qui utilise ou qui commet une infraction de presse par voie des communications électroniques ou à travers les réseaux sociaux, ne puisse se soustraire en disant « oui, moi, ce que j'ai fait, ce n'était pas dans le mécanisme prévu par la loi de la presse, mais je l'ai fait à travers, n'est-ce pas, des réseaux de communication ». Donc, devant les juges, vous savez, en matière pénale, les textes sont de stricte interprétation et en cas de doute, les doutes profitent à l'accusé. Alors, il ne faudrait pas qu'on arrive là, la personne commence à dire, mais non, est-ce que l'infraction de presse telle qui a été commise par voie de communication, il n'y a pas un texte qui dit qu'on peut le commettre de cette manière-là. Donc, par voie de conséquence, la personne peut s'en sortir comme ça, il est acquitté au bénéfice du doute et d'absence de texte. Voilà pourquoi on a dit, pour ces gens-là, vous commettez, Excellence, donnez-moi le cas d'une infraction de presse emblématique que vous avez. Comme ça, je peux voir. Monsieur le ministre, je crois qu'on aura l'occasion de revenir, sur ça. Non, mais pour c'était aller juste, dans le détail. excusez-moi, j'ai oublié, mais je pouvais juste dire que par rapport à ça, une infraction de presse très emblématique que vous avez, mais que vous commettez à travers le système d'information, les réseaux sociaux, ne pensez pas que parce que vous l'avez commis à travers ces systèmes-là, que vous êtes épargné. Non, on va vous suivre sur la base de la qualification qui est prévue dans le code de la presse ou dans les textes de la presse, mais le vecteur, le moyen que vous avez utilisé pour commettre cette infraction étant ces moyens numériques, eh bien, on va se retrouver devant le juge et rassurez-vous que votre liberté s'arrêtera. Voilà, c'était un peu pédagogique, un peu long, mais je vous renverrai à tous les médias de lire l'article 112 de la loi. De toute évidence, dès que la loi sera promue, sera publiée au niveau du journal officiel, on s'assurera que vous l'avez parce qu'il faut en faire la promotion. La publication du droit de réponse ou de rectification constitue réparation à l'égard de la personne lésée. Donc il faut considérer que nous avons pris des mécanismes pour nous assurer que nous vous protégeons. Alors, il y avait, Monsieur le ministre, je ne sais pas si vous aviez une question particulière parce que nous devons aller à la conclusion. Je pense qu'ici, il y avait un souci à travers cet exercice de faire un peu une entrée en matière parce que le secteur, il est énorme. Je parle du secteur du numérique et je pense qu'aujourd'hui, nous avons dit l'essentiel. Pour ce qui concerne les secteurs de médias, nous y reviendrons parce que l'idée pour nous, c'est de nous assurer que vous qui en êtes les principaux bénéficiaires puissent être ceux qui l'expliquent. Parce que c'est une loi qui a été le fruit de nos échanges à travers les États généraux. Alors, je voudrais revenir sur la question de Pascal Moulégois. Je pense que le président de la République a été très très clair ce matin qu'il n'y aura pas de négociations, qu'il n'y aura jamais de négociations, ce sont ces termes. Aujourd'hui, nous attendons justement de voir la fin de ces processus. Parce que les M23 en réalité n'existent pas. C'est le Rwanda qui agissait, qui a recréé le M23. Vous verrez, comme nous avons fait le choix de la transparence, nous vous communiquerons le moment venu les chiffres.
vous verrez qu'il n'y aura pas des chiffres qui vont dépasser le 2000, 3000, 3001. Parce que l'essentiel du dispositif, le Rwanda retire ses troupes. L'essentiel des armes, le Rwanda les retire parce que c'est le Rwanda qui agissait. Alors, nous ne voyons pas pourquoi on va donner une prime à la violence. Les principes sont clairs. Et lorsque le président aujourd'hui a parlé de Kichanga, je pense une base de la MONUSCO, il y a des discussions en cours pour être sûr que très rapidement ils sont pris en charge. Et lorsqu'on parle de les amener dans un camp à préparation à Kindu, tel que le président l'a dit, c'est pour s'assurer qu'on les éloigne de la zone où certains peuvent, de bonne ou de mauvaise foi, être tentés par une aventure. Parce que nous présumons, pas que nous présumons, mais la condition pour qu'ils aillent à Kindu, c'est qu'ils sont d'abord cantonnés, désarmés, identifiés. Et la sécurité, parce qu'il y a justement des appréhensions des compatriotes à ces sujets, nous avons pris la précaution, notamment avec l'Angola. Le président de la République s'y était rendu hier pour assurer la sécurité des différents sites où ils seront cantonnés. Je crois qu'ici, pour nous, la ligne que nous vous disons dès les débuts reste la même. Hors de question de négocier avec les terroristes ou ceux qui pensent nous faire du chantage parce qu'ils sont les plus violents. Nous allons nous focaliser dans les jours qui viennent plutôt sur la justice. Parce que si nous voulons que la répétition de ces conflits à l'Est s'arrête, il faut qu'il y ait des sanctionnés. Nous avons vu à la CPI les Tanganda et les autres, mais pour tous les crimes commis dans les Kivu, depuis toutes ces années, Kunda Batware, Jules Mutebutsi, Sultan Imak, tous ces criminels qui sont bien identifiés n'ont jamais répondu devant la justice. Et donc cette fois-ci, nous allons nous assurer dans le cadre du front judiciaire qu'ils en répondent. Et donc, considérer que nous sommes dans une phase critique, tel que le président l'a dit lui-même ce matin, nous attendons de voir ces processus se terminer. Et pour le reste, nous allons continuer, nous reviendrons évidemment pour vous donner les détails à propos. Je pense que nous pouvons terminer cet exercice, Monsieur le ministre. C'était un peu long, mais parce que c'était important de donner ces éléments d'information sur le code du numérique. Vous nous avez démontré que vous avez été au couvent, ou peut-être avec un lingala lyrique, au prétoire comme à la faculté. Mais Monsieur le ministre, cette fois-ci, vous avez 30 secondes pour conclure et dire ce qui peut être retenu de ce qui a été dit. Mais bien avant, je voudrais rappeler à Israël que les entreprises de presse, vous n'êtes pas des entreprises qui évoluent dans un cadre spécial. Il y a des obligations, notamment en termes d'impôts et taxes, que les médias doivent honorer. Ce que nous avons fait dans la loi, c'est que nous allons mettre en place un système, nous allons accorder des exonérations. Bon, je ne sais pas quel type d'exonération il faut accorder aux médias en ligne, peut-être sur des ordinateurs. Nous aurons des discussions appropriées sur le sujet pour voir comment cela se met en œuvre, au-delà de l'aide directe à la presse qui n'est pas à confondre avec les exonérations. Pour ce qui concerne l'aide, il faut qu'on convienne. L'État ne peut donner de l'aide qu'à une institution qu'il connaît. Ça veut dire que les médias doivent être identifiés et en règle avec la loi. Et en ce moment-là, nous ferons un effort pour nous assurer que cela s'efface. Mais pour ce qui concerne les exonérations, les droits des douanes, nous prendrons les moments venus un arrêté interministériel avec mon collègue de finances pour nous assurer que la loi que nous avons adoptée, c'est la loi qui nous permette de devenir des médias viables, qui permettent aux employeurs de payer les journalistes et qui permettent aux journalistes d'être plus indépendants et de se sentir protégés. Monsieur le ministre, votre mot pour terminer. Merci beaucoup, collègues, pour l'occasion que vous nous donnez de pouvoir faire cet exercice. Et je remercie également chacun de vous, chacune d'entre vous, pour s'être donné la peine de venir nous suivre. Vous savez, le début est toujours difficile. Lorsque vous êtes engagé comme la première personne à prendre le sentier après une pluie, la rosée du matin, vous devez le prendre sur vous. C'est ce qui est arrivé ici. Pour ce secteur, je vous dis, et nous prenons date, c'est un secteur d'avenir. C'est un secteur qui fera que notre pays va, lorsque nos ressources naturelles vont diminuer, eh bien, c'est ce secteur qui, lui, a vocation d'être pérenne, qui va être pourvoyeur, n'est-ce pas, des revenus pour l'État. Nous avons besoin de vous
pour vulgariser ces textes qui, à certains endroits, est très technique, mais qui a au moins l'avantage de poser des sillons pour que nous ne puissions pas aller dans tous les sens. Il va être important, notamment bientôt, le pays qui s'est déjà engagé dans les processus électoraux va passer à la période de la campagne. Et je sais que certains, attirés par le besoin de pouvoir coûte que coûte gagner, risquent de donner des coups sans mettre des gants. Et c'est à ce moment-là que vous allez voir l'importance de ces textes. Nous aurons certainement à voir des gens qui vont être tentés par les démons de la diabolisation des autres. Et cela même à travers des réseaux sociaux. C'est l'occasion de se souvenir qu'il y a des limites qui sont posées. La liberté est garantie à tous, mais dans les limites posées par la loi. Et la loi qui dit qu'il ne faut pas relayer des fausses informations, ne soyez pas victime au second degré pour avoir relayé des informations manifestement fausses. Faites un effort chaque fois de trier l'information que vous recevez pour vous rendre compte si cette information est correcte ou pas. Pour le reste, nous comptons sur vous, sur votre capacité de vulgariser ces textes. Nous prendrons des contacts appropriés avec des entrepreneurs ou opérateurs de presse privée, que ce soit en ligne ou non, pour continuer le travail en faisant, n'est-ce pas, en sorte que les textes soient le plus possible à la disposition de notre population. Voilà. Une fois de plus, merci collègues pour cette opportunité que vous nous donnez. Je vous remercie. Merci mesdames et messieurs de la presse pour votre attention et pour votre participation à cet exercice de redevabilité. Merci.